Roland Hénen, qui va nous parler de la tétralogie de Fallot, du petit souffle au cœur, grandes avancées médicales. Bonjour, mesdames et messieurs les académiciens, mes chers collègues. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites de pouvoir faire une présentation. Et j'ai choisi de vous parler de faire un focus sur une pathologie de cardiopathie congénitale, la tétralogie de Fallot. Pourquoi ? Parce que c'est la cardiopathie congénitale cyanogène la plus fréquente, avec en France 500 nouveaux cas par an. Alors, le but de mon exposé, c'est de comprendre cette pathologie, quelques mots d'historique, un peu d'embryologie, d'anatomie, de physiopathologie. Ensuite, comment la diagnostiquer, comment la traiter et comment la surveiller. Donc, Monsieur Fallot, c'était un anatomopathologiste, Dr Fallot, qui, au fil de quelques autopsies, a mis en évidence ce qu'il a décrit comme la maladie bleue. Il était loin de se douter que 150 ans plus tard, cette maladie allait toujours porter son nom. Mais ce n'est qu'à peu près 60 ans plus tard que, grâce aux travaux du Dr Taussig et du Dr Blalock, on a pu commencer à faire un traitement palliatif de cette pathologie. Une petite note lyonnaise. À Lyon, ça a été le professeur Froment et le professeur Santi qui ont pu appliquer leurs enseignements. Alors, de quoi on parle ? Donc d'abord, c'est quoi une circulation cardiaque normale ? Donc vous savez tous que le sang veineux, il arrive au cœur par les veines caves, oreillette droite, et est éjecté au poumon à travers la valve pulmonaire et l'artère pulmonaire pour se distribuer à droite et à gauche. Puis, après l'hématose, il revient au cœur gauche par l'oreillette gauche, le ventricule gauche, et est éjecté à l'organisme à travers l'aorte. Ces deux circulations sont séparées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la vie fœtale, comment se passe le cloisonnement du ventricule ? Il faut vous imaginer, au départ, on a un ventricule unique, et puis le cloisonnement se fait comme un rideau qui descend et un rideau qui monte. Et c'est la rencontre de ces deux rideaux qui fait le cloisonnement interventriculaire. Pour une raison dont on méconnaît encore aujourd'hui l'origine, le rideau du haut, il dévie vers la droite. Conséquence, les deux rideaux ne se rencontreront pas. Et à la place de cette non-rencontre, il y a cette CIV, cette communication interventriculaire. Ensuite, le fait que ça a dévié vers la droite, ça va rétrécir la voie d'éjection de la valve pulmonaire. Donc le sang passe moins bien au niveau de l'artère pulmonaire. C'est ce qu'on appelle la sténose pulmonaire. Le cœur droit qui éjecte contre cet obstacle, de cette déviation, va se muscler. C'est l'hypertrophie ventriculaire droite. Et enfin, la déviation à droite entraîne un peu avec elle l'aorte. C'est ce qu'on appelle la dextroposition de l'aorte. C'est pour ça que, vu ces quatre éléments, on parle de tétralogie de Fallot. Mais en fait, si on veut être puriste, tout est la conséquence de la déviation antérodroite du septum. Donc, il faut plutôt parler de monologie de Fallot, puisque tout est la conséquence de cette déviation de la cloison vers la droite. L'important, c'est que la conséquence, c'est un shunt droit-gauche hypoxémiant, parce que le sang bleu, ne pouvant pas aller comme il le veut vers les poumons, va dévier vers la gauche, rentre dans le ventricule gauche et dans l'aorte, qui, se mélangeant avec le sang rouge, a un sang violet. Et là, on va faire la connaissance de Madame Marguerite, qui va voir l'obstétricien, et à la 22e semaine, l'obstétricien lui dit « Madame, vous avez un problème avec votre enfant ». En effet, il met en évidence
le tétralogie de Fallot de manière assez nette, et actuellement le diagnostic du Fallot se fait 85% de cas dans la vie fœtale. Alors qu'est-ce qu'il voit? Là vous voyez une écho fœtale avec une coupe grand axe et on voit très bien le défect entre le ventricule droit et le ventricule gauche et l'aorte qui est à cheval entre ces deux ventricules. Même moi, chirurgien, j'arrive à le voir. Et c'est important. Pourquoi c'est important ce diagnostic fœtal? Monsieur Luçon nous en parlera des conséquences du diagnostic fœtal, mais bien sûr c'est anxiogène, mais ça va permettre également de faire des recherches génétiques, puisque dans certains cas, cette anomalie de Fallot est associée à une microdélétion 22q11, qui peut s'accompagner de retards mentaux, donc éventuellement proposer une interruption thérapeutique de grossesse ou en tout cas donner l'information aux parents. Madame Marguerite rentre chez elle, elle se prépare et elle donne naissance quelques mois plus tard à la petite Rose. Rose va bien au début, elle n'a pas de symptômes cliniques à la naissance, elle a une bonne alimentation dans la majorité des cas, elle prend bien du poids. Il n'y a pas d'essoufflement. Le pédiatre qui l'examine à la maternité note un souffle organique, systolique, pulmonaire, losangique. Puis, retour à domicile et au bout de quelques mois va apparaître les premiers symptômes, à savoir une cyanose qui augmente aux pleurs et aux efforts. Et grâce au réseau développé et aux consultations cardiologiques pédiatriques, on va être au courant et Madame Marguerite va se préparer à la future chirurgie de sa fille, puisque va apparaître une dyspnée paroxystique et parfois, si les pleurs sont trop violents, si la sténose infundibulaire est trop importante, on peut avoir des malaises hypoxiques. L'électrocardiogramme montre des signes d'hypertrophie du ventricule droit, une déviation axiale droite, et puis une onde R prédominante en V1 et une onde S prédominante DV2. La radiographie pulmonaire montre une vascularisation pulmonaire pauvre et un cœur en sabot. Ça fait partie des signes typiques de la tétralogie de Fallot. Mais c'est surtout l'échographie cardiaque, encore une fois, qui va faire le diagnostic et qui va même donner des éléments pronostiques. Alors c'est quoi ces éléments pronostiques? D'abord la taille de l'anneau pulmonaire, et vous allez voir l'importance de traiter cet anneau pulmonaire ou pas dans le futur, et puis surtout la taille des branches pulmonaires. En fonction de leur taille, on va se lancer dans une chirurgie complexe ou plutôt simple. Alors, quels sont les principes de traitement? En général, et dans 80% des cas, c'est des formes stables qui vont attendre une correction complète entre 6 mois et 1 an de vie. Dans certains cas, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des malaises hypoxiques qui vont nécessiter un traitement par bêta-bloquant, parfois une hospitalisation. Et si, malgré un traitement bêta-bloquant maximal et une hospitalisation, les malaises hypoxiques persistent, on peut être amené à faire la chirurgie d'origine palliative, qui est de mettre en place un shunt systémico-pulmonaire. Actuellement, on s'oriente plus vers des ouvertures entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Au final, on va de toute manière, qu'on passe par la case palliative ou pas, faire la correction complète entre 6 mois et 1 an de vie. Alors, c'est quoi les principes chirurgicaux? Les principes chirurgicaux, c'est d'abord réséquer cette sténose infundibulaire, et puis fermer la CIV, la communication interventriculaire, au moyen d'un patch. Parfois, on est obligé de faire, en cas de petite taille du tronc de l'artère pulmonaire, de l'élargir, de anomalie de la valve pulmonaire, donc de franchir l'anneau pulmonaire, ou bien de faire une plastie des branches pulmonaires. Là, vous avez quelques schémas. Donc, vous voyez une double voie d'abord de la sténose infundibulaire. On a ouvert le tronc de l'artère pulmonaire. On a fait une atriotomie droite également. Et on a pu réséquer des sténoses infundibulaires.
On va également, et de préférence par l'oreillette droite, fermer la CIV avec toute une série de points patchés qui vont venir amarrer un patch. C'est souvent du péricarde, bovin ou bien des patchs en Gore-Tex. Et on a ainsi une fermeture de la communication interventriculaire. Là, vous voyez donc le cœur normal. Ce schéma, cette photo, c'est pour vous illustrer un peu la difficulté parfois quand on est obligé d'ouvrir l'infundibulum pulmonaire, c'est les coronaires. Parce qu'il y a parfois des anomalies coronaires ou même une IVA qui naît de la droite et qui va croiser l'infundibulum. Donc, un élément pronostique important. Et vous voyez l'image, le résultat final avec soit un infundibulum élargi dans la photo en bas à gauche, soit simplement un élargissement du tronc de l'artère pulmonaire avec toutefois un franchissement de l'anneau pulmonaire qui va engendrer une insuffisance pulmonaire. De manière indirecte, parce que c'est une question que les parents posent, et comment vous allez corriger les 4 éléments? Je leur dis, on corrige que 2 éléments, la CIV, en tunnelisant le patch, en fermant la CIV, et en levant l'obstacle. Et de manière indirecte, la dextroposition de l'aorte a été corrigée par le positionnement du patch, qui fera que le sang bleu ira dans l'artère pulmonaire et le sang rouge dans l'aorte. Et l'hypertrophie ventriculaire droite, du fait de la levée d'obstacles, le cœur droit va petit à petit reprendre une épaisseur normale. Rose n'est plus cyanosé après cette chirurgie puisqu'il n'y a plus de mélange de sang bleu et de sang rouge. Et vous voyez dans cet histogramme comment la mortalité a baissé. J'ai relevé la série du service et vous voyez qu'entre les années 80, on était à une mortalité de 6%. Et entre 2002 et 2012 à 2% pour finalement être actuellement à moins de 1%. Et à long terme, le taux de survie à 30 ans après réparation complète, il est proche de 90%. Et on peut dire aux parents que votre fille va avoir une qualité de vie normale et avec des grossesses possibles. C'est un élément important parce que une fois j'ai discuté avec une dame qui a eu une correction de Fallot et elle était en âge adulte et on lui avait interdit de faire des enfants alors que c'était plus indiqué. Donc c'est des discours importants à donner aux familles dans les corrections dites biventriculaires pour espérer que l'enfant puisse naître déjà psychologiquement dans une ambiance normale et pas de cardiopathe avec l'étiquette de cardiopathe toute sa vie. Par contre, il faut garder un suivi. Et c'est l'important de notre discipline que le suivi se fait de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il faut qu'il garde des consultations dans le réseau congénital. Pourquoi? Parce que dans le cas de Rose, où on a franchi l'anneau pulmonaire, il y a une insuffisance pulmonaire. Cette insuffisance pulmonaire est très bien tolérée dans l'enfance, mais petit à petit, le cœur droit va se dilater. Donc d'abord une surcharge volumétrique, ensuite une dysfonction du ventricule droit. Donc avant la dysfonction du ventricule droit, il y a une indication de valvulation de la voie pulmonaire, puisque si on laisse trop traîner, il y a l'apparition d'une dyspnée et des troubles de rythme. La valvulation, pour le moment, se fait par voie chirurgicale, mais certaines équipes de première intention font par cathétérisme interventionnel, et je pense que dans quelques années, ce sera en première intention partout le cathétérisme interventionnel percutané. Mais malgré ça, on a quand même mis du matériel étranger dans l'organisme, et il faut garder une surveillance, parce que la prothèse, quelle qu'elle soit, peut se dégrader, elle peut fuir, il peut y avoir une endocardiite infectieuse et elle peut migrer. Là, vous voyez les résultats de l'IRM. Malheureusement, ça ne marche pas. L'image ciné. Oui, il faut cliquer dessus. Donc là, vous voyez à gauche, avant la valvulation, la dilatation du cœur droit. Et
Après la valvulation, la bioprothèse, le fonctionnement de la bioprothèse, bon, c'est pas exactement les mêmes incidences, mais la première conséquence d'une valvulation, c'est la diminution de la surcharge volumétrique du cœur droit. Et il a été prouvé qu'on améliore également la symptomatologie du patient. Au total, et à retenir, c'est la cardiopathie congénitale cyanogène la plus fréquente. Le diagnostic, ce jour, c'est essentiellement une échographie fœtale. Les symptômes, c'est la cyanose, les malaises et le souffle pulmonaire. La correction chirurgicale est à moins 1 an de vie, avec un excellent pronostic, mais ce n'est pas une guérison. Il faut garder une surveillance à vie parce qu'il y a une possibilité de réopération à l'âge adulte. Et je vous remercie de votre attention. Il me reste 9 secondes. C'est bien. Félicitations. Une très belle synthèse sur la maladie de Fallot. Des questions? Vous dites que l'échographie fait le diagnostic dans 85% des cas lors de la grossesse, mais c'est dans votre service, dans le service de pédiatrie près de chez vous, où un échographiste de ville va faire le diagnostic et à ce moment-là, maintenant, les obstétriciens, ils ont une très bonne expérience. Ils font Ils font, c'est eux les sentinelles, et ils font, je dirais, dans 80% des cas, ils font le bon diagnostic, et ensuite ils le réfèrent au cardiopédiatre fœtaliste, parce que c'est aussi une surspécialité qui va confirmer le diagnostic ou l'affiner. On voit qu'il y a quelque chose de normal. Il y a combien d'interruptions de grossesse sur un diagnostic? Dans le Fallot, non. Il n'y a pas de proposition. Simplement, quand il y a une anomalie génétique ou bien des malformations associées, graves, qu'on pourrait proposer, mais dans le Fallot, dans le Fallot, il n'est pas proposé d'ITG. Dans les cardiopathies congénitales, il y a 20% de ces cardiopathies congénitales, c'est ce qu'on appelle, comme M. Ninet l'a dit, des cardiopathies univentriculaires, et c'est seules elles qui ont une proposition automatique d'ITG, avec acceptation ou pas des parents. Et est-ce qu'on fait encore des palliatives en France? Oui, pour les Fallots, comme je l'ai dit, d'abord c'était le Blaloc, mais on s'oriente beaucoup plus. Le Blaloc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait un flux continu, systolo-diastolique, entre l'aorte et l'artère pulmonaire, et c'est un flux non pulsé. Donc l'évolution actuellement, si on a par exemple un Fallot qui a moins de 30 jours et qui est cyanosé malgré un traitement médical bien conduit, la tendance actuelle c'est de faire plutôt une ouverture VDAP, donc de franchir l'anneau, juste faire le patch. Pourquoi? Parce que le flux pulsé va améliorer la croissance des branches pulmonaires, et après le deuxième temps ce ne sera qu'une simple fermeture de CIV. Mais les chirurgies palliatives restent pour les cœurs univentriculaires cyanogènes. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.